Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de recevoir de nouveau Maëlys Kider pour son nouveau livre « Nous ne sommes pas dans le même camp », un livre qui traite justement de la séquence où on a pu voir les mouvements des Gilets jaunes se mettre en place, notamment en 2018 et en 2019. À l'occasion de ce livre, on va en discuter aujourd'hui, tu reviens justement sur la forme dictatoriale qu'a pu prendre le gouvernement à ce moment-là. Juste avant ça, donc on est sous la forme d'un livre-tract qui du coup est très accessible et donc je le recommande fortement aux personnes qui vont regarder cette vidéo puisqu'il se lit rapidement et en même temps il est très intéressant, toujours sur le même modèle que ton premier livre pour lequel je t'avais invité, c'est-à-dire que Maëlys alterne chaque fois entre les récits, des témoignages, des anecdotes et en même temps des analyses qui viennent justement apporter un contenu qualitatif aussi à ces témoignages. Donc c'est pas un livre qui en reste seulement au témoignage, c'est pas non plus un essai classique au sens où on peut l'entendre, et donc l'un et l'autre viennent justement complètement se complémenter. Justement par rapport à la manière dont tu as appréhendé cet ouvrage, tu signales d'emblée dans le livre que tu prends parti, mais que cette prise de parti, notamment en faveur, on va le dire, des Gilets jaunes, et le titre est très clair d'ailleurs à ce sujet-là, n'enlève rien à l'objectivité que tu essaies de développer dans ton propos, et tu t'inscris en faux vis-à-vis de l'idée de neutralité journalistique qu'on peut avoir l'habitude d'entendre et qu'on prête d'ordinaire aux journalistes. Est-ce que tu veux bien revenir là-dessus, s'il te plaît? Oui, déjà, bonjour et merci de m'inviter. J'ai pris parti dans ce livre parce que je pense que les violences policières et la liberté de manifester sont des sujets trop graves pour rester neutre et pour ne pas prendre parti, ou en tout cas dans une certaine mesure. Une injonction pèse sur les journalistes, celle de ne pas prendre parti, de rester neutre. Or, c'est une neutralité en trompe-l'œil, puisque quand on regarde CNews, on voit bien que des idées d'extrême droite y sont défendues. BFM TV est un peu le média de la Macronie. Le Figaro est à majorité de droite. L'Humanité est très à gauche. Bon, la neutralité journalistique n'existe pas. Dans un second temps, on peut être factuel. Mais le fait d'être factuel n'implique pas de perdre en neutralité ou en objectivité. Et j'ajouterais que le terme de journalisme militant, qu'on entend beaucoup et qui est très décrié, est souvent associé aux journalistes plutôt à gauche. Or, j'ai bien pris des exemples comme CNews qui prouvent qu'on peut être militant de différentes causes et pas seulement à gauche. Les éditorialistes sont extrêmement présents dans le paysage politique et c'est la nature du métier d'éditorialiste que d'émettre des opinions basées sur des faits. J'ajouterais que beaucoup d'immenses figures du journalisme étaient militantes, parfois dans des partis. Je citerai Gabriel Péry, par exemple, qui était journaliste et militant au sein du Parti communiste, Jean-Paul Sartre aussi, qui a pris position pour la révolution cubaine, par exemple, ou encore Albert Camus, qui a dit « Le goût de la vérité n'empêche pas de prendre parti ». Je suis journaliste et ça ne m'empêche pas de constater, d'être choquée par les éborgnements en manifestation. Je suis journaliste et ça ne m'empêche pas d'être nassée en manifestation comme les autres. Ça ne m'empêche pas, ça ne me fait pas perdre la casquette de citoyenne et mon travail consiste en partie en dénoncer des choses que j'observe. Je suis une observatrice avant tout. Et si des faits sont à dénoncer, alors il est de mon devoir de le faire. Tout à fait. Tout à l'heure, en dehors de la caméra, je te proposais la distinction justement entre le fait à la fois de prendre parti et d'avoir un parti pris. Et je pense que c'est ça qui est très différent, c'est que le travail journalistique a vocation à prendre parti, comme tu viens de le rappeler. Mais par contre, c'est pas pour ça qu'on a un parti pris. C'est-à-dire que effectivement, le parti pris, c'est ce qui vient en amont de ce qu'on est en capacité d'observer, etc. Alors que il est tout à fait légitime, à rebours de cela, à mon avis, de prendre parti dès lors qu'on voit un certain nombre de choses qui se réalisent, qu'on est en capacité de les observer, de les conceptualiser, et je pense que c'est ce que tu fais justement dans ce livre-là. Enfin, peut-être que je me trompe, mais... Non, tout à fait. Un parti pris est une opinion qui est constituée avant de connaître des faits, avant d'avoir du contradictoire, avant de poser un petit peu un débat ou un sujet, alors qu'une prise de parti peut être entièrement fondée, et heureusement d'ailleurs qu'on peut encore avoir des opinions qui ne sont pas la même chose, qui ne relèvent pas de la même chose qu'un jugement a priori.
Et alors justement, par rapport à la dite neutralité de ces médias, on a vu à quel point, tu en fais état d'ailleurs dans le livre, tu y consacres toute une partie, on a vu à quel point ces médias justement avaient quelque part manqué de neutralité et à quel point ils avaient été très lourdement engagés, notamment engagés à l'encontre des Gilets jaunes. À rebours de cela, on a pu voir que on avait parlé dans les médias alternatifs ou les intellectuels qui étaient peu entendus avaient pu parler de violences policières et cela a été très vilipendé, très critiqué. On a le ministre de l'Intérieur a évidemment signalé le fait qu'il n'existait pas de violence policière. À l'époque, c'était Castaner, j'ai oublié son prénom, Christophe Castaner, qui du coup refusait de reconnaître la vérité sur cette violence policière. Dans le livre, à la fois tu reconnais évidemment une forme de violence policière, et en même temps ce que je trouve intéressant, c'est que tu distingues aussi ces violences policières de violences d'État. Est-ce que tu pourrais revenir justement plus précisément là-dessus ? Il est indéniable qu'il y a eu des violences policières au sens individuel du terme, des policiers, des CRS, des gendarmes qui ont paniqué, qui ont pu avoir des comportements excessifs de par l'ampleur que les mouvements ont pris. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le terme violence policière me semble erroné ou pas assez juste par rapport à l'organisation du maintien de l'ordre, c'est-à-dire que les instructions sont données aux forces de l'ordre par le ministère de l'Intérieur. La stratégie de la NAS, qui consiste, je le rappelle, à enfermer les manifestants entre deux murs de forces de l'ordre, est une instruction du ministère de l'Intérieur. L'usage des armes, comme les LBD, relève d'instructions du ministère de l'Intérieur. Il s'agit là de violences beaucoup plus systémiques que ça a pu être présenté par le gouvernement ou par le pouvoir de manière plus large. Violences systémiques qui ont été validées par les schémas nationaux du maintien de l'ordre en 2020 et 2021, qui n'ont pas du tout remis en cause l'usage du LBD, qui pourtant avait éborgné des dizaines de personnes, qui ont voulu tenter d'obliger les journalistes à être accrédités en manifestation. Et ça a été censuré d'ailleurs, donc ça n'a pas pu être mis en place. En plus de ces nouveaux schémas, on a assisté à une gestion de la formation des forces de l'ordre au maintien de l'ordre qui n'a pas non plus évolué pendant la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire que, il faut savoir, les forces de l'ordre, notamment la BAC, est très peu formée au maintien de l'ordre, voire pas du tout. On parle de quelques heures à rien. Et pourtant, ce sont les BACE qui ont été placés en première ligne. Les CRS et des CRS et des gendarmes ont reconnu ça dans un rapport parlementaire. Ils ont dit tout le monde a été mis en danger par le fait que la BAC ait été placée en première ligne, alors que nous étions à des postes annexes, alors que nous avons de réelles formations au maintien de l'ordre. Tous les comportements policiers relèvent de décisions politiques que je viens de citer. Et d'ailleurs, si l'IGPN et la justice avaient condamné, comme il se doit, les violences policières, alors les membres des forces de l'ordre auraient bien compris le signal et auraient cessé d'utiliser les LBD à tout va ou même les matraques. Enfin, on a quand même des vidéos où on voit très clairement des manifestants être matraqués alors qu'ils sont de dos, qu'ils ne présentent aucun danger. On a même eu un handicapé en fauteuil roulant qui a été gazé. Bon, on a quand même des exemples documentés d'excès qui n'ont pas été condamnés. Et tu parlais justement tout à l'heure de la NAS et qui a été... alors je vais te laisser réexpliquer, revenir dessus sur le principe, sur comment est-ce que cela a été organisé, mais on en a justement très peu entendu parler. Or, c'est quelque chose qui est devenu systématique non seulement lors des manifestations des Gilets jaunes, et tu parles à très juste titre dans le livre justement du maintien du désordre. C'est, en fait, ils ont organisé le désordre notamment par l'intermédiaire de ces NAS. Est-ce que tu peux revenir dessus ? La NAS, la stratégie de la NAS consiste à arrêter un cortège, parfois à 150 ou 200 mètres du point d'arrivée d'une manifestation déclarée, à laisser les gens s'entasser vers ce mur de force de l'ordre et ensuite à refermer le cortège de l'autre côté, donc à enfermer les gens. Or, on sait bien que en enfermant des gens, en lançant des bombes lacrymogènes, parce que ça a été le cas, dans un espace clos, des jours où parfois il fait très froid ou au contraire très chaud, avec des personnes âgées, avec des familles, avec des enfants. Une certaine agitation peut monter, une excitation.
on le sent en manifestation. Je ne parle pas de faits théoriques, je parle d'expériences que j'ai eues sur le terrain, en enfermant les gens et en adoptant ces comportements. Les gens s'énervent. C'est très humain de s'énerver quand on est tout près d'une centaine de personnes, quand les gens transpirent, quand ils sont rouges, quand ils ne peuvent plus respirer, quand ils pleurent à cause des bombes lacrymogènes. Et en manifestation, très concrètement, quand les gens sont nassés, au bout d'une demi-heure ou une heure, en général, on voit des dégâts et on voit des vitres cassées, des poubelles brûlées, ce qui n'est pas le cas avant. C'est-à-dire que j'ai assisté plusieurs fois à des manifestations tout à fait pacifiques qui ont dégénéré après que les forces de l'ordre ont nassé. C'est une stratégie qui est censée assurer l'enfermement d'éléments violents. Le Conseil d'État l'a rappelé au gouvernement il y a quelques années. Le ministère de l'Intérieur a répondu qu'il avait amendé son usage de la NAS, qu'à présent, seules des factions violentes seraient enfermées et seraient empêchées de rejoindre le cortège. Or, ce qu'on constate en manifestation, c'est tout le contraire. Ce sont des centaines, voire des milliers de personnes qui sont enfermées. Donc, on a un vrai problème qui est l'un des aspects majeurs à saisir lors des manifestations et qu'on a très peu vu dans les médias. À la télévision, en tout cas, on a très peu entendu parler des NAS. Le jour même, le jour des manifestations ou le lendemain, on n'a pas vu les NAS. On n'a pas entendu de débat là-dessus. Quand le Conseil d'État a soulevé la question, ça a été un petit peu médiatisé, mais surtout dans la presse. À la télévision, c'est-à-dire l'un des médias dominants, on n'en a pas entendu. Et cette stratégie, justement, elle a permis au moins deux choses que tu évoques dans le livre aussi. La première, déjà, effectivement, c'est de matraquer des corps au sens littéral du terme. Et la deuxième, c'est probablement aussi justement d'incriminer les Gilets jaunes, d'incriminer les manifestations dans cette organisation du désordre. Et c'est ce qu'on a vu à longueur de semaines, à longueur de journaux télévisés et sur les chaînes dites d'information, c'est-à-dire des casseurs, des Gilets jaunes qui étaient soi-disant violents, etc., sans en comprendre justement la dynamique et les raisons qui pouvaient pousser, comme tu viens de le rappeler ici. Et, du coup, dans le livre, tu insistes lourdement sur l'articulation entre le matraquage des corps physiques qui a permis, et jusqu'à aujourd'hui justement, un matraquage aussi du corps social finalement, et donc des gilets jaunes. Alors, beaucoup de commentateurs aujourd'hui disent les gilets jaunes c'est fini, c'est terminé, on n'en voit plus, etc. Or, non seulement tu prends le temps d'expliquer que peut-être ce n'est pas tout à fait fini, mais que surtout il y a des raisons particulières au fait qu'on puisse avoir l'impression finalement que ce soit fini, et c'est justement cette articulation entre matraquage du corps physique et matraquage du corps social. Est-ce que tu peux revenir dessus ? Les Gilets jaunes sont un mouvement de prise de conscience, avant tout. On a des individus qui pensaient mal gérer leurs finances, et ce sont eux qui le racontent et qui me l'ont raconté en partie à moi, des individus qui pensaient mal gérer leurs finances, qui pensaient ne pas travailler suffisamment, ne pas travailler correctement, et donc ne pas pouvoir boucler les fins de mois. Et puis, quand le mouvement des Gilets jaunes intervient, ces gens-là se rendent compte que le problème, ce n'est pas eux, mais que le problème est beaucoup plus vaste et qu'ils ne sont pas seuls à subir les réalités de hausse du prix de l'essence, d'inflation, de violence sociale, de violence symbolique de la part de l'État, du monde de la finance. Il y a une prise de conscience. Les gens se réunissent sur les ronds-points, ils discutent. Ah bon, il t'est arrivé ça, mais à moi aussi, mais à quel moment est-ce que tu n'as pas pu finir le mois et acheter à manger ? Il y a des discussions très simples et pourtant très prégnantes dans notre société qui se développent et se multiplient. Les gens sont soit sur les ronds-points, soit à Paris. Pareil, à Paris, les gens se rencontrent. Il y a un esprit de corps qui se forme. Et ça, le pouvoir l'a bien compris dès les premières semaines du mouvement des Gilets jaunes. Et l'objectif, ça a été bien sûr de casser ce corps social, donc avec les NAS, comme on le disait. Mais ça a été aussi une répression par l'exemple. Une répression par l'exemple. On a matraqué des individus qui ne manifestaient pas violemment. On a tiré à coups de LBD et éborgné des centaines de personnes.
des gens ont été blessés aux parties génitales, des journalistes ont été blessés, matraqués au visage. Ça a servi d'exemple puisque toutes ces vidéos et toutes ces photos ont tourné sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et les gens ont commencé à se dire, mais si c'est le prix d'une manifestation, alors ça ne vaut pas le coup. Et les gens sont en partie rentrés chez eux. Le mouvement a commencé à s'essouffler parce que les individus avaient été blessés. Et le collectif qui a été créé suite au mouvement des Gilets jaunes, qui contient des éborgnés et des blessés, s'appelle le collectif des mutilés pour l'exemple. Les éborgnements ont servi d'avertissement. Si vous vous rendez en manifestation, voilà ce qui peut se passer. C'était une menace directe. Vous pouvez vous plaindre. Les gens se plaignaient déjà de leur situation avant les Gilets jaunes, évidemment. Il y avait déjà des manifestations. Mais ce que le pouvoir a dit à travers ces éborgnements, c'est si vous vous rassemblez à grande échelle, alors nous prendrons dans la masse, nous blesserons et vous serez obligés de retourner massivement chez vous. Et c'est ce qu'ont fait les gens. Ensuite, sur le fait qu'on entende beaucoup que les Gilets jaunes ont disparu. C'est un non-sens. Et je pense que c'est très, très important de continuer à analyser ce mouvement et de continuer à comprendre que si le vêtement Gilets jaunes a disparu des manifestations, c'est vrai, l'esprit des Gilets jaunes et les revendications de ces derniers sont encore là et elles sont encore plus nombreuses. La situation sociale s'est aggravée. On se rappelle que le 17 novembre 2018 a été déclenché parce que le prix de l'essence allait augmenter. Mais à combien coûte l'essence aujourd'hui ? Combien coûte la nourriture ? On a de l'inflation pour payer des pâtes, du pain, pour acheter des vêtements ou que sais-je. Les prix ont explosé. Les gens n'ont plus les moyens de payer tout ça. Et pourtant, on a un mouvement qui est moins vigoureux qu'avant. Donc, les revendications sont encore là, mais les manifestations comptent moins de nombre et les gens sont effrayés. Alors, il faut peut-être se questionner sur ce qui s'est passé et sortir un petit peu de l'immédiateté, puisque j'ajouterais que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement, enfin, les enjeux autour du mouvement des Gilets jaunes peuvent se répliquer à de nombreux mouvements, les mouvements écologistes. Les arrestations de jeunes qui ont mené des actions avec Extinction Rebellion et d'autres. Les grèves ont été arrêtées grâce aux réquisitions. En fait, on a une répression violente et symbolique à chaque contestation. Et la liberté de manifester et la liberté de contester est quasi nulle aujourd'hui. Et en même temps, ça montre aussi à quel point le pouvoir en place finalement est assez fébrile. C'est-à-dire que dès lors qu'on arrive un peu à se constituer comme un corps en capacité de lui faire face, il prend peur. On me souvient d'ailleurs que Emmanuel Macron avait très vite pris peur et mis en place un plan pour quitter l'Élysée, etc. Et on voit bien que même face quelque part à un corps comme celui-ci qui reste sur le plan politique quelque peu désorganisé mais qui est en train de prendre forme et de se structurer, finalement le pouvoir est très vite très inquiet. Donc ça montre à quel point c'est aussi un colosse au pied d'argile à mon avis. Et s'il renforce des éléments sur lesquels on va pouvoir revenir, mais plus ou moins fascisants, c'est aussi à mon avis à cause de ça. Et ils n'ont pas hésité d'ailleurs, c'est intéressant dans le livre, tu le dis aussi en fonction des témoignages, que tu as pu rencontrer des militaires au sein des Gilets jaunes, des caissiers, des infirmières, etc. Donc on avait vraiment là la population au sens propre. Enfin, si on devait reprendre la distinction de Mélenchon par exemple entre peuple et population, la population étant évidemment les habitants et le peuple, vraiment les classes populaires. Là, on avait vraiment affaire au peuple, quoi, de manière générale, qui était en train de se constituer encore. Et ils n'ont pas eu peur non plus, du coup, de tirer ni sur certains militaires, ni, il faut s'en souvenir, parce que ces images-là avaient choqué, ni même sur les pompiers, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu des CRS qui frappaient sur des pompiers, etc. C'est dire le désarroi, en réalité, du pouvoir dès lors qu'on est en capacité de commencer seulement à pouvoir lui faire face. Et je pense que c'est, enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, justement,
justement, il y a cet abaissement de la démocratie parce qu'il y a cette peur qui intervient. Et tu montres bien, notamment dans le livre, que un certain nombre, que ce soit Amnesty International ou d'autres groupes internationaux, n'ont cessé durant toute cette période, on s'en souvient, enfin nous en tout cas on s'en souvient, d'alerter sur les conditions des manifestations en France, la manière dont le pouvoir réprimandait justement les manifestants, etc. Et tout au long de cette séquence-là, Macron, le gouvernement, globalement, on fait la sourde oreille, limite même on rit de l'idée qu'on puisse être en dictature. Hein. On se souvient de Macron qui disait si vous pensez qu'on est en dictature, allez-y, essayez la dictature, etc. Du coup, moi j'ai émis plusieurs fois l'hypothèse, on en parlait tout à l'heure dans ces vidéos durant cette séquence, etc. aussi, que Macron serait réélu du seul fait que dans l'inconscient de la bourgeoisie, il était celui qui était en capacité justement de tirer sur les classes populaires. C'est-à-dire que même sans le conscientiser, la bourgeoisie sait intuitivement qu'en réalité, elle a chez Macron le premier de ses laquais et qu'il n'hésitera pas à tirer sur les classes populaires. Comment est-ce que tu analyses, toi, cette séquence, justement? Qu'est-ce que ça traduit pour toi, l'incapacité ou l'absence de volonté, en réalité, du gouvernement d'être à l'écoute de ces instances pourtant internationales aussi, très respectées, dont il ne cesse de nous rebattre les oreilles en d'autres moments pour nous expliquer, par exemple, que je ne sais pas que le Venezuela est un pays dictatorial, etc. Je pense qu'on n'a pas mesuré à quel point le gouvernement français, c'est dire à quel point on fait face à une minorité de personnes, était isolé. Amnesty International a dit qu'il fallait qu'il y ait une prise de conscience urgente de la part du gouvernement français. L'ONU a averti la France qu'elle faisait un usage abusif des LBD et des armes en manifestation. Le ministère de l'Intérieur a refusé de recevoir et de rencontrer en France les rapporteurs de l'ONU. Le Conseil de l'Europe a demandé une mission d'enquête sur les agissements de la France en manifestation. À l'échelle internationale, plusieurs pays ont dit que le maintien de l'ordre en France était exagéré et disproportionné. Ça a même fait la une de nombreux magazines et journaux à l'étranger. Qui a soutenu la France très concrètement pendant cette séquence de répression? Personne. Et pourtant, ça a continué. C'est dire à quel point nous faisons face à une classe qui est prête à tout pour se défendre contre une partie de la population qui conteste son pouvoir, qui conteste son assise et qui conteste aussi sa corruption, ses formes de corruption. Le gouvernement était isolé, non seulement à l'international, mais aussi face au peuple qui est sorti dans la rue. Et ce qu'on a vu, tu le disais, il y avait des militaires, des caissiers, des infirmières. Ce qu'on a vu manifester, si on en fait la sociologie, on a globalement ceux qui sont affectés par les politiques néolibérales de Macron et d'autres, bien entendu. Les pompiers précarisés, les médecins, les infirmiers et infirmières très mal payés, les caissiers qui sont payés une misère et qui travaillent sans relâche, les retraités, les étudiants, tous ceux qui sont affectés par la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, par la casse du code du travail, par toutes ces réformes qu'on voit depuis 30 ans, mais qui ont été accélérées sous Macron, puisque même Sarkozy et Hollande ne sont pas allés si loin. Macron a décidé qu'il allait mettre en place son plan néolibéral et il le fait coûte que coûte, c'est-à-dire sans laisser aucune ouverture à la contestation populaire, au vote du Parlement avec le 49-3, au droit de grève, plus d'espace pour le droit de grève, par les réquisitions, j'en parlais tout à l'heure. Quels moyens d'action avons-nous aujourd'hui? Quasiment aucun. C'est très difficile de savoir comment être entendu par le gouvernement. Et on s'étonne assez peu finalement qu'il y ait des débordements violents en manifestation. Et je le dis parce que je le pense comme ça, face à quelqu'un qui fait la sourde oreille à ce point-là et face à tant de violence symbolique. Puisque c'est très simple de ne pas devenir violent quand on est ton costard, quand on exerce le pouvoir et quand on prend des décisions qui affectent des millions de personnes. Ça l'est moins quand on est le réceptacle de ces décisions, qu'on n'a aucune voix au chapitre.
et qu'on se fait matraquer simplement quand on va marcher. Donc ce gouvernement est isolé et ce gouvernement est surtout prêt à tout et c'est très inquiétant et je pense qu'il faut réellement continuer à s'interroger là-dessus pour pas que la situation se creuse parce qu'on pourrait arriver à des choses bien plus graves dans les années à venir s'il n'y a pas de réelle remise en cause et d'obligation de remise en cause de ce maintien de l'ordre. Ouais, donc tu l'as rappelé, et c'est intéressant de voir qu'effectivement, je rebondis encore là-dessus, mais à quel point la communauté internationale, si on peut dire, n'a pas abondé dans le sens de ce gouvernement. Or, tout ça n'a pas été communiqué non plus par l'intermédiaire des médias dominants, au contraire, et la majorité des gens donc ne s'en sont pas rendus compte, donc ils ont d'autant plus eu l'impression de ne pas être entendus, et s'ils émettaient des idées qui pouvaient être ceux pourtant de la communauté internationale parfois, ils pouvaient être traités jusqu'à aller de complotistes, etc., encore régulièrement. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin de ton livre, encore une fois, tu prends clairement position sur quelque chose qui m'est cher, puisque ça fait des années que j'essaie d'émettre cette idée et d'y travailler. D'ailleurs, mon premier livre qui s'appelait Le Nouveau Fascisme revenait principalement là-dessus. Tu indiques bien qu'on ne peut pas attendre du fascisme d'aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas se masquer l'idée qu'on ne serait pas en fascisme aujourd'hui sous le seul prétexte que le fascisme aujourd'hui ne ressemblerait pas à celui d'hier et en fait qu'on attendrait sans cesse demain le fascisme d'hier. Or, tu prends position, à mon sens, clairement sur le fait que non, il faut reconnaître aujourd'hui, alors finalement il y a une querelle peut-être sur les mots, sur la manière dont ils ont été employés, vilipendés, encore une fois, en tout cas qu'on est dans une séquence qui historique et politique qui acte un événement fasciste qui certes n'a pas la forme qu'il a pu avoir dans l'Italie fasciste des années 30 par bien des aspects, et ce qui est normal en correspondance de l'état politique actuel et des conditions dans lesquelles nous sommes. Toutefois, tu montres bien qu'il y a une forme aussi dictatoriale et que du coup il est nécessaire d'en prendre conscience pour pouvoir lutter contre ça. Et d'ailleurs, je pense, je termine là-dessus, mais je pense aussi que toutes les politiques qui s'en sont suivies après les Gilets jaunes et les politiques Covid, etc., ne font qu'illustrer davantage encore toute cette mise en place de quelque chose qui est dicté d'une minorité qui est au-dessus des lois en réalité et qui nous impose un joug permanent qui sert les intérêts de la classe dominante. La question du fascisme, elle est très complexe. Sommes-nous dans un état fasciste ou pas? Bon, le fascisme est un mot qui a été employé dans l'Italie de Mussolini. Mais si on revient à l'essence de ce mot, pourquoi est-ce qu'on dit fascisme? Fascisme, ça vient de fascio en italien, qui était un instrument de punition utilisé par des sortes d'escortes des magistrats dans la Rome antique qui avaient un bâton pour fouetter et une hache pour châtier les gens. Et l'Italie fasciste prend ce symbole pour emblème. Et par la suite, le mot tombe un peu en désuétude. On ne sait plus trop quoi en faire. Mais le fascisme est défini, premièrement, comme cet instrument italien, et aussi dans le Larousse, comme une attitude dictatoriale et arbitraire de la part d'un individu, d'un groupement d'individus ou d'un pouvoir. Donc, ce que je dis dans ce livre, c'est qu'il est grand temps de redéfinir ce mot et de l'analyser à la lumière de 2022, comme on réanalyserait ce qu'est le communisme ou ce que pourrait être le communisme en 2022, comme on a réanalysé ce qu'est le libéralisme en le nommant néolibéralisme. Il faut actualiser ce mot et lui donner tout son sens dans la France du XXIe siècle, avec un pouvoir qui dicte de fait des décisions. Je reparle une nouvelle fois du 49.3, mais à quoi sert le Parlement si à chaque fois qu'une opposition est assez solide pour voter contre une loi de la majorité, le 49.3 est appliqué? À quoi sert le Parlement? Dans ce cas-là, autant faire décider le gouvernement. Ça serait beaucoup plus logique et beaucoup plus simple même. Mais dans les faits, en France, nous avons des contre-pouvoirs qui sont contrés. C'est-à-dire qu'à chaque contre-pouvoir, un outil pour le mettre de côté et
pour ne pas s'en servir. Le 49.3 pour le Parlement, les réquisitions pour le droit de grève. Le pouvoir détient entre ses mains des outils de répression de la contestation sous toutes ses formes. Et en réalité, on voit bien que les outils que nous avons sont défectueux. Donc nous devons repenser le mot fascisme, nous devons repenser la notion de contre-pouvoir aussi, pour pouvoir réellement parler de démocratie, parce que nous ne sommes pas en démocratie. Le peuple n'a pas de pouvoir, à part celui de voter. Et quel poids a ce pouvoir ? On vote tous les 5 ans, très bien, d'accord. Et ensuite, sur quelle décision est-ce qu'on pèse ? À quel moment les milliers, voire les millions de personnes qui sont sorties dans la rue et qui sortent encore dans la rue peuvent donner leur avis ? Très concrètement, nulle part. Nous avons une poignée d'individus qui dictent leurs lois, qui dictent leurs décisions, qui dictent leur vision, qui dictent la destruction de tous nos services publics, des classes moyennes, des classes qui précarisent notre société. Et il est grand temps de mettre fin à tout ça. Et le premier pas pour ça, c'est de comprendre qu'une dictature est un État où le pouvoir dicte ses lois. Oui, et ne les fait pas voter et ne consulte personne avant de les prendre. Oui, donc la loi n'est plus finalement le reflet justement de la volonté générale du peuple, mais où au contraire finalement elle perd son intérêt en tant que loi pour n'être plus finalement que l'instrument du pouvoir dominant. Et c'est, je crois, effectivement tout à fait le cadre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, et qui a toujours été de toute façon défini aussi comme tyrannie, qui a commencé par Rousseau, etc. C'est-à-dire que normalement nos représentants, comme le nom l'indique, devraient au mieux, à accepter l'idée de démocratie représentative, être des représentants et donc nous représenter. Or aujourd'hui la plupart des représentants déjà n'ont pas à prendre des décisions, enfin on les empêche de prendre des décisions. On l'a vu encore une fois avec le conseil scientifique, on emploie des instances américaines comme McKinsey pour prendre les décisions, et en fait c'est une toute petite minorité de la population qui a pris le pouvoir sur les institutions. Donc en fait, par définition, nous ne sommes plus en République, et quand on voit les grands discours qu'ils donnent, qui nous font sur la République, etc., en réalité on voit bien que c'est pour mieux camoufler le fait qu'on en est complètement sorti à l'heure actuelle. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Maëlys, avant qu'on termine Peut-être 2 mots sur le titre « Nous ne sommes pas dans le même camp ». C'est un titre qui résume, selon moi, à lui seul, la lutte des classes. La bataille que mène la bourgeoisie contre la partie du peuple qui conteste son pouvoir et sa façon de l'exercer. C'est une phrase de Didier Lallemand, l'ancien préfet de police de Paris, qui a prononcé ces mots envers une femme, gilet jaune, manifestante, qui lui parlait, mais qui était tout à fait pacifique et qui lui demandait même pourquoi il n'arrêtait pas les Black Blocs. Et il lui a dit « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame ». Donc cette phrase, à mon avis, elle est très significative de l'état d'esprit de nos élites, et elle est très intéressante à analyser, puisque nous ne sommes pas dans le même camp, mais qui n'est pas dans le même camp que qui ? C'est-à-dire qu'une femme qui parle des Black Blocs et qui voudrait les voir arrêtés n'est pas une violente. Donc nous avons très concrètement un État en guerre contre son peuple. Et que je te remercie, et puis surtout on vous invite à vous procurer le livre et à le lire. Voilà, merci à vous.